l'aggravation, le déclenchement d'un infarctus chez quelqu'un qui a comment dire, des vaisseaux cardiaques bien embourbés, mais ça contribue à cet embourbement des vaisseaux, pas seulement cardiaques, également périphériques. Ça, bien sûr, contribue à l'incidence de cancer du poumon en particulier, la dégradation de la fonction respiratoire, aussi bien à court terme qu'à long terme. C'est encore une hypothèse, mais solidement étayée par plusieurs dizaines d'études maintenant, au développement de l'asthme de l'enfant et de l'adolescent, et pas simplement au déclenchement de crise d'asthme à l'occasion de petits pics de pollution. En noir, vous voyez des études qui sont moins assurées, mais qui sont des pistes extrêmement travaillées. Il y a là également au moins 10-20 études de qualité portant sur l'impact sur différents indicateurs de qualité du déroulement de la grossesse et de l'issue de la grossesse, selon mortinatalité, mais également mortalité néonatale précoce, petit point de naissance, prématurité, et il y a des travaux plus récents sur les effets sur le développement cognitif des enfants. Et juste pour vous montrer combien ceci s'appuie sur des données extrêmement solides, c'est plus des vagues présuppositions, c'est une synthèse dans la revue de référence en matière que certains connaîtront ici, Circulation de 2010, tous ces processus mécanistiques, non seulement issus d'observations épidémiologiques, mais démontrés ensuite sur des travaux expérimentaux sur matériel animal de différents types, puis ensuite bref, aussi bien les processus qui aboutissent par des processus inflammatoires, respiratoires, avec déclenchement par des signalisations cellulaires qui, comment dire, dans le foie, aboutissent à l'augmentation de la production d'agents qui vont augmenter la coagulabilité sanguine, mais également par des voies nerveuses parasympathiques. Vous avez un autre schéma ici. Donc les mécanismes aujourd'hui sont bien identifiés, bien connus. Il y a encore des travaux, il y a encore des recherches, il y a encore des incertitudes, mais on est capable d'apporter des explications aux observations issues des travaux épidémiologiques. Je me souviens quand, pas petit épidémiologiste en pilote courte, mais j'ai fait ma thèse sur la pollution atmosphérique, c'était en 89. Et en 90-91, les collègues épidémiologistes, peut-être toi-même d'ailleurs, je me souviens plus, à l'occasion de nos échanges, je disais, mais attends, les maladies respiratoires, à la limite on comprend, mais viens pas nous raconter des bobards sur le cœur. Comment ça fait pour occasionner des conséquences cardiovasculaires? Voilà. C'est clair, c'est net, c'est démontré. Mais à l'époque, c'était des hypothèses de travail. Rentrons sur les impacts. Je parlais des maladies, des impacts sur la santé publique. Alors ça, c'est une étude que je vais présenter en deux diapositives. La première n'est pas convaincante, mais elle introduit le sujet, publiée dans le New England Journal of Medicine quand même, hein, avec quelques références de qualité quand même, et qui ne laissent pas passer n'importe quoi quand même. Portant sur 50 grandes agglomérations urbaines américaines, où les auteurs se sont intéressés à l'évolution entre les années 80 et les années 90 de la qualité de l'air et l'évolution de l'espérance de vie dans ces mêmes agglomérations. Alors là, c'est pas convaincant, c'est vraiment l'épidémiologie licence 2, où on compare les villes entre elles, on regarde les niveaux de pollution atmosphérique moyens, puis on regarde l'espérance de vie moyenne, et puis on voit qu'il y a une association. Association is not causation. En revanche, ces mêmes auteurs, qui ne sont pas n'importe qui, se sont intéressés cette fois-ci, dans une ville donnée, comment a évolué à la fois l'espérance de vie sur cette période et la qualité d'air sur cette période, et en ajustant en parallèle au niveau de, non pas seulement l'agglomération, mais de l'ensemble des comtés, counties, dans ces différentes agglomérations, et en ajustant en même temps sur l'évolution d'un certain nombre de variables socio-démographiques dans ces mêmes agglomérations. Qu'est-ce qui montre dans ce travail? C'est que les villes dans lesquelles, quel que soit le niveau de départ, la baisse de la pollution atmosphérique a été la plus élevée, sont également les villes, chose égale par ailleurs, où le gain en espérance de vie a été le plus élevé. Et ils en arrivent à la conclusion chiffrée ici que pour une réduction de l'ordre de 15 microgrammes sur cette période de concentration des particules PM2,5, on a un gain d'espérance de vie de l'ordre de 1 an. C'est à peu près un cinquième du gain d'espérance de vie, aux États-Unis sur cette même période. En association avec cette baisse substantielle qu'on observe dans l'ensemble des pays les plus avancés grâce aux mesures justement de maîtrise des sources industrielles et pour une part du trafic
grâce à ces efforts des politiques publiques de réduction de la pollution atmosphérique. Alors c'est grâce à ce genre de travaux, évidemment s'appuyant pas que sur les données épidémiologiques, mais sur les confirmations expérimentales que j'évoquais tout à l'heure, qu'on est capable aujourd'hui de chiffrer, d'estimer le gain d'espérance de vie. Il s'agit d'un travail européen, financé donc dans le cadre du programme cadre européen. Si on aboutissait à réduire les concentrations moyennes de particules dans les différentes villes ici signalées jusqu'au niveau recommandé comme non pas sans risque, mais à risque raisonné, bas, proposé par l'Organisation mondiale de la santé, voici le nombre de mois d'espérance de vie qu'on gagnerait. Ça va de Bucarest à 2 ans gagnés pour les villes françaises, de l'ordre de une demi-année. On peut encore progresser, on doit encore progresser dans la maîtrise de la pollution atmosphérique sur l'ensemble de ces pays, pourtant les plus avancés au monde, avec les États-Unis en matière de contrôle de leur qualité de l'air. Parce que quand on sort de ces pays les plus avancés, c'est un rapport de l'OMS 2011, en 2008, disait-il, le nombre de décès prématurés attribuables à la qualité de l'air extérieur peut être estimé à de l'ordre de un peu moins d'1,5 million au monde entier, parmi lesquels on en réduirait les 2/3 d'1 million si on respectait les propositions de l'Organisation mondiale de la santé de l'ordre de 10 micro-mètres pour les particules. Donc voilà ce genre de travaux qu'on est capable d'estimer, de produire. Et, autre revue qui ne sort pas que des articles de médiocre qualité, dans le Lancet, en 2012, une estimation de ce qu'on appelle le Global Burden of Disease, l'estimation d'impact pour la santé sur un indicateur qu'on peut discuter, mais en tout cas qui a une valeur d'information de décideurs extrêmement pertinente, c'est les DALYs, Disability Adjusted Life, Year Lost of Life. C'est donc une mesure combinant à la fois la réduction de la mortalité et la survie en bonne santé. Et lorsque c'est plus tout à fait en bonne santé, il y a des facteurs d'abattement, etc., du gain d'espérance de vie en bonne santé. Et vous voyez ces pays dont la pollution atmosphérique représente la charge de santé, le fardeau de santé le plus élevé de tous. Vous voyez, ces pays, ils sont nombreux. Hein. Alors, ce sont ici des pays les moins avancés, mais on ne penserait pas que c'est la pollution atmosphérique avant les maladies infectieuses, avant, pour certains d'entre eux même, le sida, qui emporte, en termes de charge, d'impact de santé, le bilan le plus lourd. Ce même article, ici, nous signale quels sont les grands enjeux au niveau mondial en matière d'impact de santé. D'abord, c'est clairement signalé l'hypertension artérielle, mais la pollution intérieure liée à household, liée à l'utilisation de combustibles fossiles pour l'essentiel, et puis un peu plus bas, la pollution atmosphérique extérieure. Donc voilà ce que c'est. Le coût, encore aujourd'hui, dans les pays les plus avancés, on a encore un impact mesurable, et dans les pays bien sûr émergents de ce problème lié à la pollution atmosphérique. Et la situation se dégrade. En vert et jaune, c'est là où ça s'est amélioré. En orange et en rouge, c'est là où ça se dégrade par rapport à la situation des 10 années antérieures. Là, c'est entre 90 et 2005. Et depuis lors, en Chine, ils commencent à réaliser le désastre associé à ce développement économique du modèle accéléré des années 30, 40, 50 dans les pays dits industrialisés, et commence à prendre des dispositions, mais il faudra encore pas mal de temps pour qu'ils puissent passer des choses. Bien. Où on en est maintenant en matière de source, cause, origine de cette pollution atmosphérique? Alors voici pour la France. Voici pour la France l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs de qualité de l'air. Ce sont des indicateurs. Qualité de l'air, c'est un mélange de plusieurs milliers de substances particulières, semi-particulières, semi-volatiles, je voulais dire, gaz, etc. Bon. Il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on surveille et qui sont jugés pertinents pour exprimer en quelque sorte ce qu'il y a dans cette soupe complexe. Eh bien, vous voyez que le SO2,
liées à la combustion de l'énergie fossile diminue et continue sa baisse considérable. Vous voyez que les oxydes d'azote voient leur baisse en termes d'émissions nationales, c'est les statistiques du CITEPA. Pour les particules, il y a une baisse également des émissions nationales sur la période des années 2000. Ça, ce sont des statistiques que le Haut Conseil Santé Publique, je préside la Commission environnement du Haut Conseil Santé Publique, vient de produire dans le cadre de l'évaluation du plan national santé environnement, qu'on va rendre public d'ici une semaine, 10 jours. Et grâce à quoi? Grâce aux mesures de plus en plus drastiques, terrifiantes, diront les industriels, qui occasionnent des délocalisations, nous disent les industriels, sur les contraintes d'émission. Ici, vous avez ce qu'on appelle les normes Euro, c'est-à-dire les contraintes d'émission au pot d'échappement des véhicules, respectivement à essence ou comment dire, à diesel, pour les véhicules particuliers ou les poids lourds. Et donc, voir que ici, prenons pour les différents indicateurs utilisés, le CO, les hydrocarbures totaux, les particules, nous voyons qu'entre les normes Euro 1 qui dataient du début des années 2000 aux normes Euro 6 qui vont s'appliquer à partir du 1er septembre 2015, eh bien, il y a un abattement pour les particules de l'ordre d'un facteur 30. Donc, pression